Valley People. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur cette nouvelle soirée Dear Valid People. Donc, cette fois-ci sera la dernière de l'année. Après différentes thématiques qui ont été abordées tout durant l'année. Cette fois-ci, la question, c'est un petit peu qui se cache derrière Dear Valid People. Donc, ce soir, exclusivement, on va découvrir un petit peu les personnes qui constituent maintenant Dear Valid People. Est-ce que je commence par toi, Damien, qui est un petit peu le président de l'association quand même? Je peux commencer par moi. Juste avant, je tiens à préciser plusieurs choses. C'est que, comme toutes les conférences de Dear Valid People de l'année, cette conférence est enregistrée. C'est pour ça que nous avons des micros et nous donnons la possibilité au public de poser des questions aussi. Donc il y a Marine qui est ici, qui pourra vous passer un micro sans fil pour que vous puissiez poser vos questions. Et donc attention à aller bien parler dans le micro pour qu'elle soit bien enregistrée. Et vous pourrez retrouver l'épisode en podcast après l'émission. Camille rajoutera des choses si jamais j'en ai oublié. Donc sinon, moi, je m'appelle Damien Farjou, je suis président de l'association Dear Valid People. Dear Valid People. J'ai plusieurs casquettes, je suis humoriste, je suis consultant en accessibilité de jeux vidéo. Voilà. Est-ce que ça te convient? C'est très bien, mais c'est déjà pas mal en termes de casquettes. Pour toutes les superposer, c'est pas évident. Donc oui, on va faire un petit tour de table. Merci à toutes et à tous pour vos futures présentations. On commence par toi, ensuite Camille. Oui, tout à fait. On m'entend bien, c'est bon. Donc Camille Carneguez. Au sein de l'association, je suis la vice-présidente de l'association. Ce que Damien n'a pas dit aussi, mais on est les animateurs, animatrices des conférences mensuelles qui se déroulent à la Gazette Café, et puis également des épisodes hors série, mais on y reviendra. Et c'était un peu le truc initial de Dear Valid People, c'est ça, c'est animer des épisodes à la radio, et puis maintenant en conférence. Et donc c'est ça qui nous a réunis, on va dire. Et sinon, pour me présenter brièvement, donc Camille, j'ai 29 ans. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je ne sais pas plus en fait. J'ai fait des études dans la gestion de projet, les langues étrangères. Et ensuite, j'ai travaillé pour une collectivité dans la gestion de projet handicap et accessibilité. Donc ça fait 5 ans que je suis à Montpellier. Je suis partie de Montpellier, mais là, je vais y revenir parce que la ville du Sud me manque et cette joyeuse équipe également. Bonsoir. Très bien, merci Camille pour ta présentation. Béatrice, veux-tu prendre la suite? Bonsoir, moi je suis Béatrice Pradillon, je suis trésorière de Dear Valid People et à part ça je vis à Montpellier depuis plus d'une dizaine d'années. J'étais communicante avant et comme Damien, j'ai plusieurs casquettes. Je suis chroniqueuse radio chez Divergence FM. Je suis aussi cofondatrice d'association Les Dévalideuses, trésorière de Dear Valid People et je suis consultante inclusion et diversité depuis peu aussi. Et voilà, j'ai rejoint Dear Valid People il y a 1 an après une conférence sur handicap et féminisme. Voilà. Super, quelques casquettes aussi. Merci. Emma. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, donc je m'appelle Emma Vega. Moi, je suis attachée de presse pour une collectivité et je suis à Montpellier depuis seulement 4 ans. Et depuis 3 ans,
je connais Camille et très vite, on a pu échanger sur un certain nombre de sujets sur le handicap. Elle me disait, mais viens aux conférences Dear Valid People, c'est bien. Et la fois où ils ont parlé de handicap invisible, ben, elle m'a oubliée. Et donc, ça nous a fait rire. Et quand il a été question de transformer le podcast en association, elle a pensé à moi et je me suis sentie absolument... j'étais surprise parce que je me suis dit, mais pourquoi elle m'appelle moi? J'ai aucun intérêt à rejoindre une... Enfin, je suis nulle, moi. Et en fait, je suis ravie et on pourra vous expliquer pourquoi, tous les uns les autres. Je suis vraiment ravie d'être avec eux. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Et on va terminer ensuite avec Juliette. Bonsoir, moi c'est Juliette. J'ai 28 ans. Je suis vice-trésorière de Dear Valid People. J'ai connu Dear Valid People du temps de l'émission il y a 3 ans. Et l'année dernière, quand il a été question de faire une association, je terminais mes études de master et je me suis dit, donc, pourquoi pas rejoindre le bureau. Voilà. Génial. Et peut-être toi, Pierre, si aussi tu peux te présenter, parce que finalement, qui es-tu dans tout ça? C'est vrai, à la base, moi j'ai commencé en tant que porte-micro sur Dear Valid People jusqu'à maintenant, donc je suis honoré d'être présentateur cette fois-ci. Donc je suis Pierre Herman, donc à la base je suis game designer, et à côté de ça je suis président de l'association Sud Pixel, donc, qui est une association montpelliéraine pour mettre en avant les professionnels et futurs pros des secteurs du jeu. Et c'est vrai que la thématique de l'handicap a toujours été quelque chose qu'on a voulu aborder au sein de l'association, donc notamment avec Damien qui nous a aidé sur pas mal de fois de conférences et autres. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on aime bien aussi, discuter sur les game jams, par exemple les créations de jeux. Donc ravi d'être parmi vous ce soir pour vous interroger un petit peu et vous découvrir un petit peu plus. Donc, avec plaisir. Mais comme je disais, donc Dear Valid People, donc ça fait un petit moment que ça existe. À la base, c'était simplement une émission, un podcast, qui finalement, au cours de l'année, est devenu une association. Donc, je reviens vers toi, Damien, pour cette question. Qu'est-ce qui a motivé la création d'une association pour dépasser le stade de simple podcast? Déjà au début, l'émission déjà a été créée un petit peu comme on va dire un coup de gueule pour répondre à un énième micro-trottoir sur le handicap. On ne parlait pas de handicap avec les personnes handicapées, mais qu'on posait des questions aux personnes valides sur le handicap. Est-ce que les personnes handicapées sont bien incluses dans la société? Oui, je pense que oui. Je pense que ton avis ne compte pas en fait. Donc j'ai voulu créer cette émission pour redonner une place à la parole des personnes handicapées et juste occasion de faire ça au sein de la radio FM+ en 2019. Pendant 2 ans, ça avait un format hebdomadaire, plus un format de conversation tête à tête, avec des gens qui puissent parler de leur handicap, différentes difficultés qu'ils ont vécues,
et leur donner de la valeur uniquement en ayant une place dans les réseaux. Et puis au bout de 2 ans, moi je commençais à en avoir marre et donc j'ai été rejoint par Camille qui a continué, qui a permis de redonner un second souffle, on va dire, à l'émission, changer de format, avoir plus d'invités, avoir un format plus long. Et après, on a eu l'occasion de commencer à faire ces conférences ici à la Gazette Café, où après un premier test, on se sentait beaucoup mieux dans l'exercice, où vraiment on voulait ouvrir la conversation avec les gens, parce qu'on a l'impression que le handicap se fait passer pour un sujet qui ne peut pas être parlé par des gens qu'il faudrait être expert, qu'il faudrait être médecin. Et c'est pas vrai. Les personnes concernées ont une expérience, mais même les personnes valides ont une expérience aussi, puisque le handicap, on en a tous plus ou moins entendu parler. On connaît tous quelqu'un qui est handicapé. Donc on a un rapport avec ça et que ça concerne tout le monde et que tout le monde a un mot à dire là-dessus. Et c'est, on va dire, dans cet élan d'évolution et de changer le format de l'émission qu'avec Camille, on se demandait quand est-ce qu'on pourrait faire de plus. On sentait qu'on avait un plafond de verre et qui nous empêchait de faire des choses et qu'on s'est dit qu'un format associatif nous correspondait bien pour plusieurs raisons. Déjà de ne pas correspondre à des objectifs capitalistes, de pouvoir appeler d'autres gens, qu'on ne soit plus seul aussi sur le projet, et en même temps d'avoir une réelle reconnaissance d'être une association, on a une place. On prend notre place, encore une fois, on joue des épaules et ça nous permet de faire des prestations aussi, ce qui est un des deux moyens de dire les people pour parvenir à son objectif de démocratiser le handicap et de mettre en avant la discrimination qui lui est liée, qui est le validisme. C'est de faire ces conférences pour rassembler les personnes handicapées, mais aussi faire de la prestation pour montrer que le sujet est un réel sujet en fait, que pour être expert, ça ne demande pas uniquement d'être médecin, mais plutôt d'explorer la question, de prendre le temps de l'étudier. Tout à fait. Et c'est vrai qu'en plus, au fur et à mesure des différentes émissions et des différentes conférences, on a pu voir que justement, il y avait des personnes valides aussi qui venaient lors des conférences et qu'on voyait qu'il y avait une volonté d'apprendre un peu plus sur les différents sujets qui ont été abordés, sachant qu'ils ont été quand même nombreux pendant l'année. Donc Dear Valid People donc, était une émission. Donc ensuite, il y a Camille qui est la première à avoir rejoint le mouvement. Donc les unes après les autres, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre Dear Valid People? Et je commence par toi, du coup, Camille. Comme l'a dit Damien, au début, c'était de rejoindre l'émission dans le cadre d'une émission mensuelle, au début hebdomadaire et puis ensuite mensuelle à la radio. Donc il y avait vraiment l'envie de prendre la parole là-dessus et de pouvoir interagir avec des gens directement concernés et de faire des ponts aussi avec les sujets. Moi, ce que j'aimais et ce que j'ai déjà beaucoup apprécié la radio de manière générale. J'avais fait un stage là-bas et j'aimais le concept radio, le média de la radio. Enfin, voilà, c'était quelque chose qui me parlait. J'écoutais énormément de podcasts et du coup, c'était une forme qui me correspondait. Et du coup, quand j'ai rencontré Damien, ça faisait sens, en fait. Ça faisait écho avec à la fois un média, une forme qui me plaît, et à la fois traiter des sujets qui, pour l'instant, sont traités encore de manière assez biaisée et restreinte, quoi. Comment ? Et pas assez traité, ouais, complètement. Ou en tout cas, mal traité. Et donc du coup c'est ça en fait initialement qui m'a convainc. Et puis d'avoir rapidement aussi une richesse
d'invités et d'échanges avec plusieurs personnes sur plusieurs thématiques différentes. Et comme tu l'as dit, Pierre, des personnes qui sont concernées directement par le handicap et d'autres beaucoup moins, mais qui ont aussi des choses à dire là-dessus. Et donc c'est ça qui m'a vraiment plu initialement. Ok, je te remercie. Béa, Emma, Juliette, est-ce qu'il y a une de vous qui veut prendre la parole? Alors moi, c'est vrai qu'en fait, j'étais déjà investie depuis quelques années dans le milieu militant, dans le milieu anti-validiste. Et en fait, quand j'étais invitée à la conférence Dear Valid People, je crois que c'était justement il y a pile un an, hein, en juillet dernier, il me semble. En fait, j'ai réalisé que je ne faisais rien sur le terrain à Montpellier déjà, que je ne connaissais pas le tissu associatif, je ne connaissais pas les militants de Montpellier, je ne connaissais personne. Et je me suis dit, c'est un petit peu dommage, je vis ici, j'ai envie de faire des choses aussi sur place, rencontrer des gens. Et puis, bien sûr, Camille et Damien, quoi, qui m'ont vraiment sont venus me chercher, un très très bon contact avec eux, et puis ils sont venus me chercher en mode, viens nous. Donc, j'ai dit, ok, pas de problème. Donc voilà, vraiment, c'était vraiment une belle rencontre avec eux, et je trouvais ça dommage d'en rester là, et puis voilà, ils m'ont rappelé dans l'été, et j'ai fait youpi. Emma? Alors moi, effectivement, c'est Camille qui est venue me chercher. J'étais déjà venue assister à une conférence, c'est pareil, je pense il y a une grosse année. Et je me suis, ça m'avait énormément touchée. C'était c'était une conférence avec André, donc sur le handicap, visuel. Il témoignait de son expérience et ça m'avait remué en fait parce que moi j'ai un handicap visuel mais qui a été diagnostiqué très tard et donc c'était nouveau pour moi d'appartenir à la famille handicapée Andy, et je me suis dit bah oui. C'est vrai qu'il faut que je fasse quelque chose. Et puis, c'était certainement aussi une façon de sortir de mon déni et puis de travailler et d'aider, de dire, bon, bah, il faut gagner en visibilité, il faut réussir à ce que la lutte contre le validisme, moi qui suis une femme qui me considère comme féministe, et ça me semble évident, et bien là, je me suis dit, mais oui, en fait, on n'en entend pas parler ou mal, et il n'y a que des clichés. Et finalement, il y a beaucoup plus de gens qui sont porteurs d'un handicap, mais qui ne le disent pas. Personne ne parle de son handicap quand il est invisible, ce qui est mon cas, ou presque. Et du coup, c'était aussi de me dire, bah oui, il y a quelque chose à jouer pour défendre les droits des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, finalement, avec des ponts entre les différentes luttes, qu'elles soient féministes ou queer ou contre le racisme, etc. Tout ça, c'est des sujets. La lutte contre les discriminations en général, ça a toujours fait partie de ma vie intime, politique, etc. Et je me suis dit, bah là, tu as l'occasion de passer à l'action, donc on y va. Très bien, je te remercie Emma. Juliette? Oh non. Alors moi j'ai connu Dear Valid People, Camille et Damien il y a 3 ans. On avait un peu échangé ensemble, mais après je les avais vite laissés parce qu'à cause de mon master, j'avais les études. Et l'été dernier, quand Damien est revenu vers moi pour me dire que Dear Valid People se transformait en association, je me suis dit pourquoi pas.
Et ce que j'aime beaucoup, c'est Dear Valley People, c'est tout le travail journalistique qui est fait avant et après les conférences. Voilà. Très bien. Eh bien, merci à toutes et tous pour ces réponses. Avant de continuer, je rappelle que l'émission est toujours interactive, même si justement on est sur le sujet de l'association. Donc il y a Marine ici présente qui a un micro, donc n'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez pour poser directement vos questions aux différents membres qui sont ici. Pour revenir un petit peu justement sur le sujet du handicap, et tu en as un petit peu parlé justement, Emma. Donc là, on va sortir un petit peu de Dear Valley People pour revenir un petit peu plus sur toutes et tous. Avez-vous accepté votre handicap et avez-vous accepté le terme handicapé? Je te sens partante, Camille. Ouais, allez, je me lance, comme ça c'est fait. Voilà. Après, Elle est motivée. je peux écouter. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une très bonne question. Parce que c'est pas. Donc, pour ma part, moi j'ai un handicap de naissance. Donc, je suis en fauteuil roulant manuel, un peu aussi en trottinette. Je suis aussi debout sur des petits espaces. Donc, c'est un peu un mix de plusieurs mobilités. Et en fait, c'est que très récemment que je me suis approprié le terme d'handicapé, où vraiment j'arrive à le définir comme quelque chose qui me caractérise, avec son lot de choses positives et de choses négatives, mais en tout cas avec comme une caractéristique à part entière. Et ça, c'était pas du tout le cas jusqu'à il y a encore très peu de temps. Alors que bizarrement, ça fait 29 ans que je suis handicapée, et donc ça aurait pu naître petit à petit. Mais j'ai toujours un peu été. C'était pas un déni, mais c'était plutôt. J'y vivais avec, et c'était plutôt les situations qui me faisaient être handicapée. C'était plus le contexte extérieur qui me rendait handicapée. Or, aujourd'hui, c'est un peu plus nuancé que ça, et il y a des choses qui me sont vraiment propres et qui font de moi une personne handi, et c'est OK. Enfin, en tout cas, petit à petit, j'apprends à me dire que c'est OK. Et voilà, je dirais mon rapport à cette notion-là, à ce concept. Ouais, c'est bien de rappeler que c'est un peu ambivalent et que il faut aussi le temps, justement, que le temps se fasse pour accepter, et que parfois ça peut prendre 29 ans pour l'accepter. Du coup, Damien, un petit avis. Oui, ça peut prendre 29 ans pour l'accepter, mais je pense que c'est un voyage qu'on fait toute sa vie aussi. Il y a des moments où on l'accepte plus que d'autres. Moi, pour ma part, oui, je peux dire que je suis handicapé. Après, il y a une strate en plus qui fait que il y a des moments où je choisis de dire que je suis handicapé, et il y a d'autres moments où c'est le monde qui me montre que je suis handicapé. Et ça, c'est toute la différence en fait. C'est pour moi le choix. C'est que quand le monde me montre que je suis handicapé, c'est que je n'ai pas le choix en fait. Et je ne peux pas faire les choses. Et il y a cette négation justement qu'on va retrouver trop souvent lorsqu'on parle de handicap. C'est qu'on va toujours en parler de manière négative, et qu'on va dire des choses qui peuvent être fausses, comme c'est le fauteuil roulant qui me handicapait. En fait, ce n'est pas le cas. Moi, pour ma part, j'ai un handicap dû à une maladie génétique dégénérative, donc qui a évolué avec le temps. Donc, on peut dire que j'ai été valide durant mon enfance, durant mon adolescence, que je suis en fauteuil roulant depuis 8 ans. Et comme beaucoup de monde, je stressais beaucoup dû à l'image que j'avais du fauteuil roulant, à me dire que c'était la fin et à ne pas l'accepter. Et finalement, c'est quand j'ai accepté d'être en fauteuil roulant que ma vie a réellement commencé. Ce qui étonne beaucoup les gens, c'est quand je leur dis que ce que j'ai fait, la plupart des choses que j'ai faites dans ma vie, c'est quand j'ai été en fauteuil roulant. J'ai jamais fait autant d'autres choses que maintenant. J'ai découvert une nouvelle liberté.
que je ne me donnais pas auparavant. Ça, c'est un premier stéréotype idée reçue que je me suis enlevé de la tête, et par la suite, il y en a plein d'autres, et où en effet, je rejoins Camille, il y a des choses où c'est l'environnement qui nous handicape, mais il y a aussi des choses où c'est propre à nous, entre guillemets. Mais j'ai pas envie d'appeler ça comme un handicap, j'ai envie d'appeler ça comme une forme d'expression de nous-mêmes, et qu'elle fait partie de cette diversité dont on parle depuis quelque temps, et qu'il faut accepter cette forme de diversité. On va bouger différemment, que ce soit au niveau de la marche, que ce soit au niveau de tenir un micro, que ce soit au niveau de l'élocution. Et qu'il va falloir accepter cette diversité-là et de mettre en place les choses qui vont avec, et ne pas penser que c'est impossible. Ok, je te remercie pour cette réponse. Béatrice? Alors moi, c'est un petit peu différent parce que je n'ai pas encore mentionné mon handicap, mais je suis malentendante. Et donc, du coup, forcément, c'est complètement invisible. Et j'ai été malentendante très jeune, en fait, parce que j'ai été vraiment diagnostiquée à l'âge de 8 ans. Et en fait, passé le diagnostic, je suis rentrée dans une phase de déni qui a duré une partie de ma vie. J'ai décidé que c'était pas grave, que c'était pas un problème, qu'il fallait pas le dire surtout, voilà, qu'il fallait juste pas y penser. Jusqu'à ce qu'un jour ça devienne vraiment impossible et invivable de ne pas y penser, de l'ignorer, autour de mes 25 ans. Voilà. Et là, en fait, voilà, je suis rentrée dans le monde il faut accepter le handicap, il faut faire un dossier MDPH, il faut commencer à parler d'aide auditive. Et là, voilà, ça a été un long processus d'acceptation. Donc déjà, pour accepter ce terme de handicap, pour me dire que ça collait à ce que je vivais. Et après, en fait, bien plus tard, j'ai découvert en fait toutes les luttes anti-validistes. Et là, d'un coup, en fait, ça a pris complètement une autre portée, un autre sens pour moi, le terme handicap. C'est passé de quelque chose qui auparavant était honteux, était caché, était dans le déni, à quelque chose en fait qui faisait partie de moi, dont j'étais fière. Et en plus qui était porteur de sens, qui était porteur de lutte. Et en fait, maintenant, je me suis réapproprié ce terme, parce que souvent, on l'associe un peu à un gros mot. Le handicap, c'est pas fun, pas glamour. On n'a pas envie de dire le mot handicap, c'est nul. Et en fait, non, maintenant, moi, je suis fière de dire je suis handicapée. Je dis même pas en situation de handicap ou quoi que ce soit. Je suis juste handicapée. Enfin, c'est pas grave du tout. Et voilà, je trouve ça cool de se réapproprier le terme, de dire que voilà, il n'y a rien de honteux derrière, et aussi qu'il y a toute une histoire en fait derrière le handicap, et il y a autant de handicaps que de personnes en plus. Donc voilà. Mais c'est un long process, et je comprends que ce soit un processus difficile en fait pour toute personne handicapée, en fait, finalement, que ce soit de naissance ou que ça arrive plus tard dans la vie. C'est quelque chose de s'approprier son propre handicap. C'est un processus en soi. Mhm. J'imagine. Merci Béa. Emma? Moi, ça fait écho à ce que moi j'ai vécu finalement, puisque moi j'ai été diagnostiquée plusieurs fois dans ma vie, mais très tard. Donc j'ai une rétinite pigmentaire, donc c'est une maladie dégénérative qui réduit le champ visuel jusqu'à se fermer complètement, donc jusqu'à devenir aveugle. Et j'ai été diagnostiquée la première fois quand je suis allée consulter pour porter des lunettes de vue, parce que la diminution du champ visuel, c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte, parce que le cerveau, il compense très bien. Donc au début, on ne se rend pas du tout compte que le champ visuel diminue. Et j'ai eu plusieurs diagnostics d'ophtalmo de ville qui m'ont dit « Ah, on vous a déjà dit que vous aviez une rétinite pigmentaire ». Bon, oui, non. Et bon, de toute façon, il n'y a rien à faire. Et donc, j'ai vécu en connaissant le terme, mais en me disant, bon, ça va être dégénératif, donc un jour je serai aveugle, mais je ne sais pas quand, et de toute façon, il n'y a rien à faire. Bon, on rentre chez soi, puis on pense à autre chose, parce qu'une fois qu'on a fait Google et qu'on a vu tous les trucs horribles, on se dit, bon, non, en fait, c'est pas moi, donc j'y vais pas. J'en avais parlé longuement avec Damien dans un numéro spécial d'entretien qu'il a fait cette année. Donc, si vous voulez en savoir plus sur... Vas-y.
un des hors-séries sur la chaîne Yavaik People. Vous pourrez retrouver une conversation entre Emma et moi pour parler de légitimité du handicap. Évidemment, donc le lien, il se fait quand on est à la fois, on n'est pas sachant, on n'est pas conscient d'avoir un handicap, parce qu'en fait, le handicap, je l'avais. Sauf que je ne le savais pas. Mais je l'ai toujours eu. Enfin, depuis, je pense qu'il a dû commencer à se déclencher quand j'avais 17-18 ans. Et finalement, aujourd'hui, j'ai 51 ans et ça fait seulement 5 ans que j'ai fait un dossier MDPH grâce à une équipe de professionnels au 15-20 à Paris qui suit toutes les pathologies liées à la vue et aux yeux. Et grâce à ça, ils m'ont accompagnée pour faire le dossier MDPH parce que moi, j'étais totalement ignorante de toutes ces choses. Et ça, c'est grâce à cette démarche-là que je me suis enfin sentie handicapée, enfin en tout cas que j'ai pu comprendre que j'étais handicapée, l'accepter, c'est compliqué, parce que ça veut dire que je devais changer un certain nombre de choses dans ma vie, dans mon organisation de vie. Et quand j'ai reçu ma RQTH, la reconnaissance de ma qualité de travailleur handicapé, il m'a fallu encore du temps avant de le donner à mes employeurs au fur et à mesure où j'avais des postes. Et il n'y a que dans le poste que j'occupe aujourd'hui, donc il y a 1 an et demi, que j'ai pu le donner, ce document. Et en faisant une blague dessus à mon entretien, parce que de parler de validisme, mais quand on est valide, quand on se croit valide, quand on grandit en étant valide dans une société validiste, ben on fait des blagues validistes tout le temps. Donc, c'est compliqué. Et c'est vrai que grâce à ça, je me suis outée dès l'entretien en leur disant, voilà, moi, je suis handicapée, j'ai des lunettes oranges. C'est un peu rock'n'roll, mais finalement, c'est plus Gilbert Montagnier que Janis Joplin. Bon, et à partir de là, le cadre était posé. Et dès que je suis dans une situation dans mon environnement professionnel où je peux dire que je suis handicapée, je le dis. Et c'est pas vraiment une fierté, c'est pas une honte, c'est ni l'un ni l'autre, c'est un fait. Et quand il se passe quelque chose, je me cogne, je fais ah bah oui, mais je suis handicapée, donc c'est normal, c'est ça. Hein, si tu étais à ma place, bah, ça ferait pareil, tu verrais, j'ai des bleus partout, c'est pénible. Et voilà, donc j'ai dédramatisé ça. Et en fait, en disant simplement que je suis handicapée, en n'ayant pas peur du mot, en m'outant, vraiment, je me suis rendu compte que ça libérait la parole parce qu'il y a plein de gens autour de moi qui ont des handicaps invisibles, qui n'en ont jamais parlé à personne et qui là me disent ah ben moi j'ai une maladie de Crohn, ah ben moi j'ai telle chose, ah ben moi j'ai ça et bah, dis-le. Ouais, bon, je sais pas, non. Et je me dis, bah, après tout, comme dans toutes les autres luttes, finalement, les luttes queer, où c'est en le disant et le fait que ça pose pas un problème, que c'est normal, que ça peut aussi aider les autres à, à venir, à pouvoir parler de leur handicap simplement. Ça dédramatise et ça libère la parole en même temps, oui, tout à fait. Tout à fait. Merci Emma. Juliette? Moi, alors, Alors moi j'ai un handicap de naissance suite à un accident à la naissance. Donc forcément moi j'ai grandi, évolué avec, mais en ne connaissant que ça. Et de travail de tous les jours. Pour autant, l'acceptation du handicap est un travail de tous les jours. Aujourd'hui, je pense avoir accepté mon handicap. Aujourd'hui, je pense avoir accepté mon handicap.
Et comme disait Eva, pour moi, le handicap, c'est ni une fierté ni une honte. C'est un fait. Et par contre, contrairement à Béatrice, j'ai du mal à utiliser le terme handicapé tout seul. Car pour moi, je considère que je suis une personne en situation de handicap. Malgré que derrière l'utilisation de ce terme, il y a un sens d'identification. Un enjeu d'identification, désolé. Voilà donc. Oui, c'est ça. Merci à toutes et à tous pour vos différentes réponses. Il y a deux mots qui sont beaucoup revenus lors des présentations, lors des questions-réponses jusqu'à maintenant, qui me font venir deux questions. On va commencer par la première. Quel est votre rapport au validisme ? Et est-ce que vous pourriez me refaire une petite définition du validisme ? Parce que toutes les personnes qui sont présentes ne savent pas forcément ce qu'est le validisme. Donc je me dis que ça pourrait être intéressant de le redéfinir et après me parler un petit peu de votre rapport à ce terme. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole en premier ? Béa ? Alors en fait, le validisme, c'est toutes les discriminations. En fait, c'est un système d'oppression qui touche en fait toutes les personnes qui sortent en fait de la norme médicale du corps valide. C'est-à-dire qu'en fait, on imagine qu'un corps valide doit parler d'une certaine façon, voir d'une certaine façon, marcher, raisonner même d'une certaine façon. Et en fait, quand on sort de cette norme, on est considéré comme handicapé. Et de fait, le fait qu'on soit considéré comme handicapé, en fait, finalement, justifie les discriminations qu'on subit. C'est, comment dire, c'est un mot un petit peu large parce que finalement, il y a plein de choses qui rentrent là-dedans. Par exemple, si on est une personne grosse, on va subir des discriminations validistes parce qu'on va, par exemple, pas pouvoir s'asseoir sur les sièges qui sont proposés, les sièges, on va dire, de taille basique comme ça. On va pas forcément rentrer dans les sièges dans un avion. Donc, on va subir des discriminations parce que notre corps, il ne correspond pas à cette norme. Et une petite chose à ajouter, c'est que cette norme, en fait, elle varie énormément en fonction des époques, des pays, des lieux, des traditions, de la politique, de tout un tas de choses. C'est pour ça qu'en fait, le handicap, c'est pas quelque chose qui est intrinsèquement en nous, je vais y arriver. C'est pas quelque chose qui est forcément au fond de nous. Finalement, c'est notre environnement qui n'est pas adapté. C'est une vision voilà, qu'il faut avoir, c'est de se dire que moi, par exemple, je suis malentendante, mais je ne suis pas handicapée si à la télévision, il y a les sous-titres. Je ne ressens pas mon handicap. Donc voilà, il y a à la fois une histoire de normes à déconstruire et une histoire d'environnement pas adapté. Voilà. Je rajouterais aussi, moi, ça me fait penser à, en fait, le validisme, c'est une construction sociale
comme a dit tout à l'heure Emma, j'ai grandi en étant valide dans une société validiste, donc en fait, je ne voyais pas. Et forcément, quand on devient handicapé, qu'on accepte qu'on peut être handicapé, là, on le voit. Et c'est un soulagement. Enfin, moi, en tout cas, je parle pour moi. Quand j'ai découvert ce terme pour la première fois il y a quelques années, j'ai fait ah, d'accord, il y a un mot pour tout ce que je vis au quotidien, en fait. Il y a un mot pour tout ce que je vis au quotidien qui a aussi différentes strates où il y a un côté systémique, en effet, dans les habitudes, on va dire, de construction des bâtiments, par exemple. Il y a aussi le validisme intériorisé, où moi je me compare en fait au Damien d'avant, au Damien valide, et à toujours comparer ce qu'aurait pu faire le Damien valide. Sauf que le Damien actuel, c'est un Damien handicapé, pas un Damien valide, donc se contenter, se dire que ce qui existe aujourd'hui est suffisant, que le Damien dit est très bien. D'ailleurs, moi, ça me fait penser aussi que ça me fait penser à une question que j'ai envie de poser à tout le monde aussi par rapport au terme handi qu'on entend de plus en plus aujourd'hui. C'est vrai que moi, ça me plaît plus de dire handi que handicapé, parce que, comme a dit BS, c'est une forme de réappropriation. Tout à fait. Et qu'on arrête de faire un lien entre handicapé égale négativité égale on ne peut pas. Mais on dit, on ne sait pas encore ce que c'est, donc là, on peut le construire, nous, de construire cette histoire-là. Mais je pense que justement, ça, c'est en lien avec le validisme aussi, au niveau des termes, entre handicapé et validisme. Aujourd'hui, on entend très peu parler. On parle des personnes handicapées, par contre, on ne parle pas des personnes qui ne seraient pas handicapées, on ne parle pas des personnes valides. Enfin, justement, on dit ils ne sont pas handicapés. On ne dit pas ils ne sont valides, ils sont valides. Et ça, on me le reproche souvent. On me dit oui, mais valide, validisme, j'aime pas trop ce terme, c'est pas très joli. Ça sous-entend que vous seriez invalide. En fait, deux choses. C'est que la première, c'est un peu vrai. Malheureusement, on est considéré invalide dans la société pour plusieurs choses. On serait invalide pour le travail, on serait invalide pour avoir un logement. Et en plus de ça, pour moi, ne pas confondre validisme et validité. Ce n'est pas la même chose. On peut être valide dans le sens validité tout en étant handicapé. Et c'est de cette société-là, moi, dont je rêve personnellement. Très bien, merci d'avoir développé justement un petit peu cette question et cette réponse. Donc, parmi vous, il y en a qui ont vraiment cet handicap depuis la naissance, d'autres qui l'ont découvert par la suite. Comment se porte votre validisme intériorisé, du coup? Moi, je vais commencer parce que je suis la dernière arrivée dans le club. Donc, moi, ça me fait beaucoup de bien de les fréquenter parce que je me rends compte à quel point j'ai des progrès à faire sur mon validisme intégré. Mais de la même façon que je parlais tout à l'heure du féminisme, même si je me considère comme féminisme, je vis dans une société patriarcale et j'ai du patriarcat intégré, même si je lutte. Donc c'est une lutte de chaque instant et ça veut dire que ça nécessite aussi de s'interroger sur ses rapports aux autres, sur ses réflexes. Il faut un peu écouter les autres et s'introspecter pour pouvoir évoluer et le faire diminuer, ce validisme intérieur. Mais on ne peut pas lutter contre aujourd'hui les images qui sont renvoyées en permanence par la société. Il faut être jeune, beau, mince, riche
Bon, moi, je suis plus rien de tout ça, hein. Enfin, j'ai jamais été vraiment quelque chose. J'étais jeune, ça c'est vrai, je m'en souviens. Mais après le reste, non. Et du coup, Evalide, ça va avec. Et donc, il faut se détacher de toutes ces injonctions à une norme supposée qui n'existe pas. Mhm. Et je pense on a tous un travail à faire. Tout à fait. Oui, Béatrice. Moi, j'ai mis des années à m'en débarrasser, sincèrement. Et je vais vous raconter une petite anecdote dont j'ai très honte maintenant avec le recul, mais c'est important de voir le chemin qu'on parcourt. Quand j'avais 25 ans et que j'ai été rediagnostiquée pour la première fois, vraiment en étant sourde à 50%, et que mon audioprothésiste m'a proposé des appareils auditifs et je l'ai regardé avec des grands yeux, genre par la personne à côté, à moi, je ne sais pas. Je suis sortie de là complètement effondrée. Et puis quelques temps plus tard, en fait, ça allait pas avec mon copain de l'époque. Et j'en parlais à une amie en lui disant mais qu'est-ce que je vais faire, je peux pas le quitter, je vais retrouver personne, personne voudra de moi, je suis handicapée. Et j'avais sorti ça à mon amie. Quand j'y repense, c'est absolument horrible. Mais c'était vraiment, pour moi, c'était ça. On m'avait diagnostiqué comme ayant un handicap. Ma vie était foutue. J'allais jamais pouvoir travailler. J'allais jamais pouvoir construire une vie. Je savais pas si ça allait se dégrader. Et vraiment, quand je vois le chemin que je parcourais, je fais ah ouais, quand même. Donc ça touche en fait vraiment plein de points. Ça touche à la confiance en soi, à l'estime de soi. Ça touche même au fait d'accepter ou pas d'avoir de l'aide. C'est-à-dire que quand on a ce validisme intériorisé, parfois on va refuser l'aide en fait, que ce soit l'aide médicale, si on va refuser de se soigner, on va refuser en fait d'avoir les aides techniques dont on a besoin. Donc c'est pour ça que j'ai refusé pendant des années d'être appareillée. J'avais honte d'être appareillée. Ce qui est complètement idiot. On est d'accord maintenant avec le recul, mais voilà, et j'ai attendu. J'ai 40 ans, j'ai attendu 37 ans pour être appareillée. Voilà, alors que vraiment, c'était ça, c'était des préjugés que la société m'avait renvoyés en permanence, que le handicap était quelque chose qui devait être, qui devait être honteux, ça était censé être un malheur qui s'abattrait sur moi. Et voilà. Et pendant des années, j'ai vécu dans une sorte de truc où j'essayais de me débarrasser de ça. Et voilà, je sais à quel point ça peut nous pourrir la vie en fait d'avoir toutes ces choses-là. Et j'en suis pas complètement débarrassée, mais je sens que j'ai fait un chemin énorme. Et je recommande à toute personne handicapée de s'intéresser aux luttes anti-validisme parce que c'est ça en fait qui m'a permis de sortir de mes préjugés, de mes biais et de voir vraiment la situation complètement différemment. Alors, je ne vais pas vous sortir le changer de regard sur le handicap, mais on n'était pas loin quand même. On n'était pas loin de ça. Ok. J'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu pourrais comparer la place des prothèses auditives que tu avais pour toi à la place que je pouvais avoir pour le fauteuil roulant? Est-ce que pour toi c'est similaire? C'était quelque chose qui te faisait peur et que tu n'acceptais pas et au final maintenant que tu l'acceptes, tu redécouvres la vie? Ouais, je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que avant d'adopter une aide technique, on va dire comme ça, on va se dire que cette aide, elle va nous stigmatiser, alors qu'en fait, c'est une aide, elle est vraiment là pour nous aider. Et en fait, une fois que j'ai adopté les appareils auditifs, je me suis rendu compte que je communiquais facilement avec mon fils, avec mon mari, avec mes amis, que je découvrais des sons que j'avais jamais entendus. Et je pense que c'est pareil pour les personnes qui ont un jour marché et ont dû adopter le fauteuil. Mon Dieu, je peux me déplacer super facilement, c'est pratique, c'est incroyable. Et je ne sais pas pourquoi, c'est vrai que les personnes valides en général ont tendance à avoir un regard un petit peu de pitié sur les appareils auditifs, sur les aides techniques, c'est-à-dire de dire ah le pauvre ou la pauvre, il doit avoir une béquille, il doit avoir un fauteuil roulant, alors qu'en fait non, c'est vraiment, j'aime bien utiliser le terme de vecteur de liberté en fait, c'est des appareils qui nous permettent d'entendre mieux, d'aller plus loin, d'aller plus vite, donc on va pas se plaindre. Voilà. D'ailleurs, moi j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui est en train de changer, enfin, notamment avec de nouvelles adaptations. Et j'ai envie de parler à toi, Camille, par rapport à la trottinette, où les gens sont toujours en mode waouh, et là j'ai l'impression que c'est l'effet inverse se joue. Ouais, alors
Je ne sais pas si la trottinette, ça a été un vecteur de liberté, parce que moi, dans ce que vous dites, là, je me retrouve à moitié, parce que j'ai pas la sensation, quand je suis en fauteuil roulant, d'être plus libre, de pouvoir aller plus loin, plus vite, plus haut, plus fort. C'est un peu contraignant sur plein d'aspects, surtout d'un point de vue moteur. Enfin, ça m'engendre beaucoup de raideur, de crispation et tout. Mais à la fois, ça me permet oui, de bouger et de faire des plus grandes distances. Mais c'est pas léger, quoi. C'est pas quelque chose d'agréable de me déplacer en fauteuil manuel. Et du coup, quand il y a eu la trottinette électrique qui est arrivée, en fait, un dispositif de troisième roue électrique, mais là, en l'occurrence, l'idée de la trottinette, ça a complètement un peu changé le truc, parce que déjà là d'un coup les déplacements devenaient sympas. Il y avait plus je dois faire un truc d'un point A à un point B. Il y a vraiment l'aspect de la balade et du divertissement qui peuvent entrer en compte, et à la fois oui, je renvoie quelque chose de stylé, quoi. Tout à l'heure vous disiez le handicap, c'est pas encore vu comme sexy, c'est pas très glamour. Quand on travaille dans la communication, ça fait pas trop vendre, quoi, le handicap. En ayant fait en ayant travaillé avec les services de la communication, il fallait échanger sur des événements autour du handicap. C'est pas très vendeur, quoi. Ça donne pas envie, alors que ouais, je comprends, à l'instant T, ça donne pas envie, mais justement, contrebalançons les normes et les stigmates ou quoi, et mettons-le un peu au goût du jour, parce que fondamentalement, il peut y avoir des trucs cool et dynamiques qui se mettent en place. Et là, c'est vrai que c'est le cas avec cette trottinette électrique. Et maintenant, souvent, on m'arrête dans la rue pour me poser la question de où est-ce que j'ai dégoté ce truc-là, est-ce que c'est moi qui l'ai fait ou pas. Et c'est cool, ça change un peu la tendance que des fois juste on me voit en me disant qu'est-ce que vous avez. Enfin, du coup, c'est vrai que les conversations et les échanges prennent une autre tournure, quoi. Ça répond tout à fait à la question. Merci pour vos réponses par rapport à ce terme qui est le validisme. Comme je vous disais tout à l'heure, il y avait deux questions qui m'étaient venues vis-à-vis de termes qui ont été évoqués pendant les questions-réponses. Donc le premier, c'était validisme. Il y a deux autres mots qui sont régulièrement revenus, qui étaient le féminisme et la lutte. Du coup, ça prend parfois du temps d'accepter son handicap, et ça peut prendre du temps aussi d'en arriver à militer justement vis-à-vis du handicap. À partir de quand, chacune et chacun, avez-vous commencé à militer vis-à-vis du handicap ? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole en premier ? Oui, moi, pour ma part, je pense que c'est assez entremêlé. En fait, c'est par le militantisme que j'ai accepté mon handicap, et c'est en acceptant mon handicap que je milite pour le handicap. Enfin, je pense à un cercle vertueux, que le militantisme, en m'intéressant à la question du handicap, en lisant des livres, en me rendant compte aussi que je n'étais pas le seul. En fait, qu'il n'y a pas que le handicap moteur dans la vie, qu'il y a tout type de handicap, et qu'au final, là, on a tous ce point commun là, même si les formes de handicap sont très différentes, le résultat reste le même et la discrimination reste la même. Donc moi, je dirais que mon militantisme, il a commencé à être visible justement par la création de Dear Valley People, en tant qu'émission de radio, où vraiment le but n'était pas de faire des vues, de faire des écoutes. Moi, ce que je voulais avant tout, c'est redonner de la place à ce sujet, redonner de la place à des espaces de vie, et que si ça fait des écoutes, si ça fait des vues, tant mieux. Si ça n'en fait pas, tant pis. Et je pense que j'avais raison, vu les personnes que ça rassemble aujourd'hui et l'association actuellement. Je pense que j'ai bien fait de ne pas faire attention à ce nombre de vues. Tu as très bien fait, oui. Quand on voit
Le résultat, c'était une bonne idée. Béatrice, tu voulais prendre la parole? Est-ce que quelqu'un... Ouais. Moi, en fait, je suis arrivée aux luttes antivalidistes justement par les luttes féministes. C'est-à-dire qu'on était vraiment en plein mouvement MeToo. Et il y avait toutes ces voix comme ça qui s'élevaient sur les réseaux pour dire moi aussi, et j'en faisais partie. Et en fait, j'avais une colère comme ça qui montait graduellement. Et en fait, j'ai cherché, je me suis dit, faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu t'engages quelque part. Et j'ai commencé à regarder un petit peu du côté des associations féministes. Et en fait, un jour, vraiment complètement par hasard, j'ai répondu à un appel sur les réseaux d'une personne qui disait si tu es femme et handicapée, est-ce que ça te dirait pas en fait qu'on échange pour voir ce qu'on peut faire, parce que on n'a jamais trop parlé en fait du fait d'être à la fois femme et handicapée. Et je me reconnaissais pas encore vraiment là-dedans, parce que je me disais je suis que malentendante, etc. J'avais encore un petit peu ce côté de je suis pas complètement handicapée. Mais j'ai dit pourquoi pas, je vais me lancer là-dedans, je vais voir ce que ça donne. Et puis voilà, ça a donné que je me suis engagée complètement là-dedans. Et je suis rentrée par le biais féministe, parce que il y a aussi des problématiques, des situations spécifiques en fait quand on croise différents types d'oppression. Et en l'occurrence, le fait d'être handicapé et le fait d'être perçu comme une femme dans la société, ça crée des situations particulières. Et c'était mon premier pas en fait, ma première rentrée comme ça dans le militantisme. Et avec Dear Valid People, je me suis intéressée encore plus aux questions anti-validistes, dans le sens où ici, on essaie d'explorer vraiment différents types de situations à travers des témoignages, des vécus. Et c'était aussi une autre manière de militer. Et c'est pour ça que je suis là. Ok, merci à toi. Emma, Camille, comment se porte ton militantisme? Comment se porte mon militantisme? Je sais pas, je voulais pas forcément répondre à cette question. En fait, longtemps, il y a eu un moment où je me suis dit que c'était pas du militantisme pur et dur, mais ça, j'ai déjà entendu ce genre de témoignages aussi, notamment de nanas qui peuvent être au sein des dévalideuses. Et en fait, ça reste du validisme intériorisé, parce que pour moi, être militante, c'était du coup aller sur le terrain, faire du porte-à-porte, le militantisme, comme on l'a vu en plus très dernièrement et très récemment, aller en manifestation, aller protester, aller être présent et active physiquement aussi. Et donc, pour moi, j'ai du mal à me définir comme militante. Et après, j'ai un peu recadré tout ça et j'ai redéfini. Et je me rends compte à quel point le militantisme aussi numérique, et rien que celui-là, en fait, aussi de prendre la parole et de créer des échanges et des espaces de parole et donner la parole à des personnes qui sont invisibilisées, et en fait, c'est un acte militant, c'est des actes militants. Donc voilà comment ils se portent. Je voudrais rebondir là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a aussi un petit côté validiste à toujours penser en fait que le militantisme, c'est forcément le terrain. On a cette sacralisation du terrain, il faut aller manifester dans la rue, il faut aller faire des pancartes, etc. Mais en fait, les milieux militants, par essence, souvent, ils sont fermés aux personnes handicapées parce qu'ils ne sont pas accessibles à nos manières de communiquer. Et c'est pour ça finalement que souvent, quand on se retrouve comme ça dans non-mixité handi, comme on dit, on va se créer de nouveaux espaces de militantisme. On va décider de militer en ligne, de faire des podcasts, de faire des pétitions, de faire des campagnes de communication sur Instagram ou que sais-je. Et ça, on se crée des formes de militantisme qui nous correspondent et qui nous laissent la place en fait d'exister. Et en fait, je comprends que le terme militant, peut parfois un petit peu sembler non adapté, mais quelque part, quand on est là pour défendre les droits d'une catégorie de personnes, finalement, on milite. Quel que soit le moyen qu'on utilise, on milite, pour moi. Oui, c'est bien de redéfinir justement ce qu'est le militantisme et pas forcément le... Parce qu'il peut y avoir un côté justement où on pense que militantisme, c'est forcément terrain, c'est forcément lutte au sens physique aussi. Mais c'est simplement des actions, c'est parfois juste avoir une discussion avec quelqu'un et le convaincre justement, d'avoir une évolution et un regard différent sur le handicap. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent parler encore un petit peu militantisme? Non?
Bon, dans tous les cas, ça me permet d'amener une autre question. Donc cette fois-ci, on va parler un petit peu politique. Donc le militantisme aussi apporte, se lie aux politiques. Tu as parlé notamment de manifestations, Camille. Comme vous avez pu le constater, on a un petit peu serré les fesses la semaine dernière vis-à-vis de ce second tour des législatives. Donc ma question... On sait que le Rassemblement national est le parti qu'il est, qu'il se diabolise ou pas. Et donc ma question c'est, on sait qu'actuellement, donc on a un répit parce que le NFP est passé un peu devant, mais à côté de ça, le RN est de plus en plus important en termes de sièges et en termes de voix. Et on peut imaginer qu'il aura un impact futur justement sur la société. Et vis-à-vis de vous et vis-à-vis du handicap, selon vous, quel pourrait être l'impact du Rassemblement national en tant qu'individu en situation de handicap, mais aussi par exemple sur l'associatif qu'est Dear Valid People et le militantisme qu'il amène avec lui. Alors, Béatrice. j'étais chaud sur le sujet là. En fait, bon, déjà, tout parti politique confondu, très clairement, très peu parlent de handicap, très peu s'emparent de la question. Généralement, quand il y a des élections, des choses comme ça, vous voyez très peu de débats, genre le handicap, sujet clé. Non, on en est très loin. Mais quand on creuse, qu'on va un petit peu fouiller dans les programmes, on constate quand même des tendances générales. Et en fait, je dirais que un des principaux dangers en fait, du Rassemblement national vis-à-vis des personnes handicapées, en dehors du fait qu'ils ont tendance à supprimer les subventions pour les associations qui ne vont pas dans leur sens, qu'ils ont tendance effectivement à étouffer les voix dissidentes, ce qui veut dire que probablement s'ils étaient au pouvoir, toutes les associations, tous les collectifs un petit peu taxés de gauche, d'un peu trop pour les droits d'eux, voilà, déjà on aurait tendance à être étouffé, à disparaître, on ne prêterait plus forcément de salles, voilà, il y aurait des choses comme ça qui se passeraient. Donc d'un point de vue associatif, je sais que voilà, ça peut être un danger pour les associations. Mais d'un point de vue vraiment individuel, humain, moi ce que je vois en premier lieu, en fait, c'est le côté social n'est pas vraiment développé voilà, dans l'enseignement national, ce qui veut dire probablement une baisse de tout ce qui est les aides. Et moi, par exemple, je ne dépends pas trop d'aides parce que je travaille, je suis indépendante, je ne touche pas l'allocation d'adulte handicapé, mais je connais énormément de personnes qui vivent grâce à l'allocation adulte handicapé, qui n'est pas un privilège, hein, c'est là pour aider à vivre les personnes qui ne peuvent pas travailler. Et actuellement, c'est une allocation qui est déjà sous le seuil de pauvreté. Donc on maintient les personnes handicapées voilà, la tête sous l'eau. Il est certain que le Rassemblement national n'aidera certainement pas les personnes handicapées à vivre mieux, à recevoir plus d'aide, à avoir plus d'autonomie. En général, leurs programmes vont en faveur de la question du handicap. C'est on va faire plus de place dans les établissements spécialisés. Voilà, c'est ça leur solution à tous, c'est plus de place dans l'établissement spécialisé. Et nous, quand on est dans les mouvements antivalidistes, ce qu'on réclame, c'est le contraire. C'est plus d'autonomie, des moyens financiers, humains, matériels, pour plus d'autonomie, pour permettre à toutes les personnes handicapées en fait, de vivre vraiment dignement dans la société, d'être inclus en fait, dans la société. Et voilà, ce que j'ai peur en premier, c'est la réduction, voire l'arrêt des aides, sachant que les aides, tous les acquis sociaux comme ça, toutes les aides, on a mis beaucoup de temps à les avoir. Certaines aides ont été déconjugalisées très très récemment. Je pense à l'AH qui encore il y a quelques mois, un an, était conjugalisée au revenu du conjoint. C'est-à-dire que si on était handicapé, qu'on se mettait en couple, on pouvait potentiellement perdre directement son allocation d'adulte handicapé. Ils ont changé ça il y a très très peu de temps. Et voilà, et tous ces acquis qui sont durement obtenus, on risque de les perdre en fait, tout simplement. Et puis il y a quand même un passé très très eugéniste, hein, on va dire très clairement les mots, dans les partis d'extrême droite. Donc ça aussi, voilà, ça fait peur, le côté eugéniste. Très clairement, ça va pas.
ça va pas dans le sens en fait du respect de la vie des personnes, de toutes les personnes en fait. Donc voilà. C'est très joliment dit. Merci Béatrice. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole vis-à-vis de ce sujet? Juliette? Pour revenir sur les propos de Béatrice, j'ai surtout peur du recul des droits individuels des personnes handicapées. Et après, j'ai rien d'autre à rajouter. C'est déjà pas mal. Merci. En fait, Camille. je ne sais pas si j'ai quelque chose de plus à ajouter à ce que Patrice a dit, c'était parfaitement dit. Mais de manière générale, en fait, le sujet du handicap doit être traité, car le handicap est un sujet politique, comme l'intime est un sujet politique. Et c'était pour réveiller un peu tout le monde. Non, mais en fait, sérieusement, le handicap est trop mis de côté sous prétexte que ce sujet ne concerne qu'une minorité de la population. Donc là, dans les débats politiques, dans les mouvements, dans les sujets sociétaux, c'est pas du tout à la base d'une quelconque campagne, de quelconque réflexion. Or, de manière factuelle et réelle, le handicap touche et touchera tout le monde. Dès lors, je vais repartir, ceux et celles qui viennent souvent ont déjà entendu ce genre de phrase et ce genre d'expression toute faite, mais en fait, dès lors qu'on est sur Terre, on va mourir, je crois, à un moment donné, et donc devenir vieux et potentiellement être sur un déclin en termes de validité. Et donc c'est dans ces moments-là aussi que le handicap touche tout le monde. Et c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui précise que dans les pays où l'espérance de vie dépasse les 70 ans, 75 ans, je crois, donc comme la France, chaque individu passerait en moyenne 7 à 10 ans de sa vie handicapé, en situation de handicap. C'est une moyenne, il y a des gens qui en passent évidemment plus, d'autres moins. Mais c'est juste pour dire que cette question, en fait, elle se doit d'être saisie à tout niveau et au niveau politique encore plus. Mais par contre, ça implique des réels changements, ça implique de reconsidérer, de re-questionner plein de choses qui sont acquises et qui sont normées et normales pour tout individu. Et en effet, ça demande de profonds changements où je pense qu'aujourd'hui, on a peut-être peur d'engager ces changements-là. Mais voilà. C'est très beau ce que tu as dit. Je te remercie pour cette réponse, Camille. Tu peux dire, Camille, que tout est impermanent. Mais pour rajouter un petit peu à ce qu'a dit Camille, moi, ça fait penser à quelque chose. En fait, si le handicap est autant cloisonné, c'est aussi parce qu'on reste sur cette définition médicale du handicap. Et c'est aussi pour ça que ça serait uniquement les médecins qui seraient experts de la question. Alors, pour être clair, les médecins, ils sont experts de maladie, pas de handicap. Ce n'est pas la même chose. La maladie amène le handicap, et le handicap peut être amené par d'autres choses que de maladie. Et aujourd'hui, on parle aussi de sa définition sociale. On parle plutôt de la situation, de son environnement. Et comme commençait à le dire Camille, peut-être que la prochaine étape, c'est parler d'une définition politique, et notamment à travers peut-être de ce terme handi, et de parler d'une communauté qui fait partie de la diversité telle les personnes LGBT. Tout à fait.
Et c'est vrai il y a encore du chemin, et c'est vrai que bah, justement, comme on disait, ça passe aussi par le militantisme. Et vis-à-vis de la politique, c'est aussi savoir se rebeller, potentiellement passer par des manifestations. On en revient toujours au militantisme. Bah, justement, ça me permet de poser une question bah, justement à toi, Damien. Le militantisme prend différentes formes. Est-ce que pour toi, l'humour, puisque maintenant que tu es depuis quelque temps, tu t'es lancé dans le stand-up, est-ce que pour toi, c'est une manière aussi de militer via l'humour? Oui, oui, totalement. Totalement. Pour moi, c'est une manière de militer, c'est une manière de montrer qu'on peut rire avec le handicap, comme tous les sujets de la vie. Tous les sujets de la vie, on peut en rire comme on peut ne pas en rire, qui peuvent avoir plusieurs facettes à ces expériences. Et je pense que le handicap en a cruellement besoin. Et je le vois parce que maintenant, ça va faire bientôt 3 ans que je me suis lancé dans cet univers et que je vois encore à quel point il est nouveau de faire des blagues sur le handicap et de parler du handicap à travers l'humour. Et justement, moi, je suis assez fier parce que l'un des commentaires qu'on peut me faire après mes sketchs, après mes passages sur scène, c'est que c'est drôle et que ça te fait réfléchir. Et ça, c'est aussi pour moi ben, la chose que je dois amener dans le stand-up, c'est que pour moi, le stand-up, c'est plus uniquement quelque chose qui permet uniquement de rire, mais qu'on peut avoir plusieurs émotions, et qu'on peut retenir des choses. Parce que même en tant que stand-upper, si tu es là pour faire des blagues, ben, tu as quand même une responsabilité, tu parles à des gens, et que ces choses que tu dis, même si c'est des blagues, les gens ils peuvent en retenir des choses, retenir des croyances qui pour moi peuvent être dangereuses, notamment dans le cas du handicap, parce que je trouve que jusqu'à aujourd'hui, ben, personne n'a réellement réussi à faire des blagues juste sur le handicap, mais uniquement à faire des blagues ben, pour faire rire et à se moquer des personnes handicapées et donc à ne pas les considérer comme personnes, mais que le handicap est encore une fois considéré comme quelque chose qui n'a aucun lien avec quelqu'un. Bah, c'est vrai qu'au niveau culturel, la question de l'handicap a beaucoup été traitée, que ce soit au niveau du cinéma, que ce soit au niveau de la musique. Et c'est bien de voir aussi que maintenant, ça commence à se retrouver sur d'autres territoires, et notamment avec le stand-up, comme tu viens d'en parler. Nous avons une première question dans le public. Bonjour. Bonsoir. C'était pas vraiment une question, c'était juste pour revenir sur l'histoire de l'humour. L'humour pour faire passer des trucs bien sinistres qui nous emmerdent la vie en constant. C'est énorme comme efficacité et comme impact. C'est je dirais même d'une priorité absolue. Il y a par exemple un humoriste de toute la bande des nouveaux humoristes avec les Florent Père, comment il s'appelle d'autres là, Jérémy Ferrari, etc., qui chargent énergiquement sur le handicap, entre autres, y compris des leurs, de leur troupe, je ne sais plus comment il s'appelle, un qui a la maladie des os de verre, qui est Vous parlez complètement... de Guillaume Batz. Pardon? Vous parlez de Guillaume Ouais, Batz. Guillaume Basse, tout juste. Ouais. Bah, bon, tu peux me tutoyer. Hein. Et c'est un gars, il est absolument génialissime. Il fait des sketchs, il fait du stand-up, il fait des spectacles, etc. Mais avec une autodérision maxi plus. Il est tordant, il est absolument d'une efficacité mortelle. Et il se moque aussi bien des autres handicaps que du sien, etc. C'est phénoménal l'efficacité du type. Et même quand il fait des sketchs avec d'autres, comme par exemple avec Jérémy Ferrari, c'est vraiment de l'humour, mais saignant, quoi. Ça envoie dans tous les sens. C'est quelque chose de génialissime, je trouve. Et bon, ça c'était pour la partie humour. Et autrement, il y a une chose que j'avais notée tout à l'heure au passage, quand Damien disait là où
là où je me rends compte de mon handicap, parce qu'autrement le reste du temps je ne me considère pas comme handicapé, etc., c'est quand on me fait remarquer, donc quand le problème du handicap lui vient par l'environnement ou par quelqu'un ou par des actes qui peuvent éventuellement avoir des problèmes à effectuer ou autre. C'est vrai que là, généralement, déjà, ça fout bien les boules immédiatement et ça oblige à se rendre compte de dire ah oui putain ça je peux plus le faire merde bon hein, on est d'accord. Voilà. Alors, je vais revenir un petit peu sur ces commentaires. Là, en effet, Guillaume Batz était un humoriste handicapé qui a fait des sketchs, 2 spectacles, on en profite pour lui rendre hommage aussi, puisqu'il est décédé de l'année dernière, en juin 2023. Moi, personnellement, je critique ce que fait Guillaume Batz, et notamment son dernier spectacle que j'ai eu l'occasion de voir à Bordeaux, qui, moi, je trouve que malheureusement, il ne dit pas grand-chose du handicap et de ce que c'est qu'être handicapé aujourd'hui. Il fait comme beaucoup d'humoristes, ce n'est qu'un moyen pour faire rire les gens et non une fin. Et je trouve que c'est aussi amplifié justement avec Jérémy Ferrari et avec les duos qu'il a pu faire avec Guillaume Batz, où très souvent tous les deux se retrouvent dans les mêmes rôles. Jérémy Ferrari va être le clown blanc, Guillaume Batz va être le clown Auguste, et ne se rebelle pas, va souvent se faire chambrer par Jérémy Ferrari. Et comme vous avez pu le dire, en effet, il se moque autant du sien que du handicap des autres. Moi, c'est clairement quelque chose que j'essaye d'éviter dans ma pratique. Pourquoi ? Parce que je suis à même de parler de mon handicap, de mon expérience. Par contre, je ne suis personne pour parler des expériences des autres. Tout le monde a un niveau différent, tout le monde a un rapport différent avec son handicap. Donc, je ne me permettrai pas de me moquer de votre handicap. Par contre, moi, ce que je veux me moquer, c'est plutôt de l'absurdité qu'il peut avoir dans le monde par rapport au handicap. Moi, personnellement, j'ai une blague pour parler de l'accessibilité et où aujourd'hui, on va trouver des toilettes accessibles avec le joli logo, mais en haut des escaliers. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, on nous met beaucoup la pression au niveau politique, justement, à être accessible. Et je parle pour tous les établissements tenus notamment par des personnes valides. C'est pour ça que le handicap concerne tout le monde. Donc on leur met de la pression pour être accessible, mais en même temps, on leur permet de faire ce genre d'absurdité. Donc il y a encore quelque chose qui ne colle pas, je pense, qui manque encore pour faire le lien entre les deux mondes. Et j'ose espérer que Dear Valley People, et notamment avec ses conférences, pour pouvoir en parler avec liberté, fait partie de ces outils. Et pour finir, je vais parler en effet de ce que vous dites, que des fois c'est le monde qui montre que je suis handicapé, et notamment les regards des gens. Très souvent, je peux repérer des gens qui me regardent avec des gros yeux et qui se demandent qu'est-ce que tu fais là. Je vis. Oui. Je vis. Et en effet, c'est pour dire que on parle de situation de handicap, mais qui n'est pas dû uniquement par la situation du bâti, de la situation physique, mais ça peut être aussi une responsabilité sociale que peuvent avoir chaque personne. Et ça peut être au niveau du regard. C'est vrai qu'au niveau du handicap, toutes les personnes qui ont un handicap se débrouillent pour... Attendez, il y a le micro pour que ça puisse enregistrer. Je disais, c'est vrai qu'au niveau du handicap, toutes les personnes qui ont un handicap se débrouillent pour compenser ou corriger leur handicap.
Bon, comme par exemple, toi, tu as un fauteuil roulant, Camille a un fauteuil roulant. Je dis appareils auditifs. Oui, non, mais je cherche ton prénom, excuse-moi. Bon, Béatrice. ouais, Béa qui a des appareils auditifs. Ce qui serait intéressant, ce serait que la société soit adaptée aux handicapés en mettant à leur disposition, bon, je dis pas des appareils auditifs dans tous les halls d'immeubles ou d'administration, mais bon, pourquoi pas. Et pour l'accès au fauteuil roulant, qu'il n'y ait pas d'escalier pour monter aux toilettes handicapées, par exemple, hein. C'est vrai que l'exemple était savoureux, mais bon, voilà. Hein. La situation de handicap, le handicap fait partie de votre quotidien à toutes et à tous. Donc il faut parfois mêler le professionnel, le militantisme, la vie de famille et le reste. Juliette, par exemple, tu as été étudiante aussi jusqu'à maintenant. Comment as-tu réussi à concilier les études et justement le handicap? J'ai eu des adaptations. Notamment 50% de plus de temps pour passer mes examens. Mais aussi la possibilité de faire mes années d'études, en fait, une année en 2 ans. Et après, dans le supérieur, ce qui m'a sauvé, c'est le Covid et les confinements. En fait, suivre tous les cours de chez moi a été une chance. Vraiment formidable. Et aussi parce que tu n'aimes pas les gens. Dis-le. Non. Je blague, je blague. Ça m'évitait de la fatigue. Et aussi de pouvoir suivre tous les cours. Tandis qu'en présentiel, je devais faire un tri sur les cours que je pouvais suivre. Genre, Ok. j'en profite pour préciser que si vous voulez en savoir plus sur le parcours scolaire de Juliette Fournier ici présente, je vous invite à aller écouter le dernier épisode qui traitait notamment des handicaps avec une élocution atypique, et où c'était Juliette qui était l'invitée sur scène, et où tu reviens là-dessus, tu parles justement de toutes ces adaptations et aussi de ton parcours scolaire, universitaire, et puis la suite, quoi. Un épisode très intéressant, de manière tout à fait objective. Tout à fait, même de manière subjective. C'était très bien, Avec une animatrice de talent. Ah waouh! évidemment, bien sûr. Et du coup, Juliette, toi qui adores les gens, visiblement, d'après ce que disait Camille, quel est ton rapport à l'associatif et de rejoindre des gens pour travailler avec eux? J'ai rejoint
Alors, j'ai rejoint DVP justement car les réunions sont à distance. En effet, si les réunions étaient en présentiel, je pense que ça ferait un moment que vous ne me verriez plus. Et plus sérieusement, c'est le côté partage de ressources. Et l'aspect du travail journalistique qui m'a attiré dans DVP. Ok, merci beaucoup Juliette. Pour en revenir un peu sur la question de comment allier tout dans sa vie personnelle, le travail et le reste, je vais vous interroger Emma et Béatrice. Alors justement, est-ce qu'une de vous deux veut commencer pour répondre à cette partie-là? Alors moi, j'ai aucune excuse parce que mes enfants sont grands, donc je les ai plus à la maison. Et moi, c'est mon travail qui me prend tout mon temps. Mhm. Et j'ai un petit peu du mal à organiser tout ça. C'est compliqué. C'est compliqué pour moi parce que j'ai pas beaucoup de temps pour moi, en fait. Donc, mais ça fait partie des objectifs que je me donne, c'est d'essayer de trouver du temps, j'espère que mon chef ne m'écoute pas, de moins travailler, de consacrer un peu moins de temps à mon travail. J'ai même réfléchi ces derniers temps à passer à peut-être 90% ou 80% finalement pour me laisser un peu de place aussi pour moi, c'est-à-dire faire des choses qui me plaisent, parce que je travaille beaucoup trop. Mais bon, ça, c'est dans la vie, on a différentes périodes. Et là, c'est vrai que je surinvestis un peu le travail, ce qui fait que ils râlent un peu, même s'ils sont gentils avec moi, parce que j'ai pas l'impression d'être assez impliquée. Et de concilier une vie professionnelle un peu intense avec qui n'a rien à voir avec le milieu handi, avec tous ces sujets, eh ben, c'est hyper compliqué. C'est une autre journée quand je m'y mets. Et c'est parfois difficile d'avoir l'énergie. Et en fait, militer, ça prend du temps, ça demande de l'investissement et ça demande aussi d'être dans les sujets vraiment. Et moi, vu que je passe toute ma journée ou 90% de ma vie au travail à pas parler de ces sujets-là, c'est compliqué. Et en même temps, je faisais le lien avec ta question sur le militantisme et la politique. Moi, j'évolue dans une collectivité, donc au plus près des politiques. Et cette question, elle m'a déjà traversé l'esprit, finalement, de me dire, c'est quoi la différence entre le militantisme et passer de l'autre côté et être en politique? Parce que finalement, les gens qui occupent des postes à responsabilité aujourd'hui, c'est des gens qui ont été militants dans des partis pour défendre quelque chose. Est-ce que c'est une compromission de passer dans les partis politiques? Est-ce qu'au contraire, c'est le moyen d'avoir des financements, d'agir, etc. Et de la même façon que mon engagement à DVP, il prend du temps et je considère que je ne me consacre pas assez. Si je devais un jour passer le cap, je pense que je ne serai jamais dans la politique parce que ça rend fou. Mais ça, c'est une autre opinion. Mais la question se pose en tout cas de l'aspect très chronophage et que finalement, ça fait partie de toute ta vie, quoi. Voilà. C'est pour ça que j'ai eu peur quand tu as commencé à parler de 80, 90. J'ai eu peur que tu me dises 80 heures semaine. C'est pour ça. Non. En termes d'objectifs. Dans quoi, alors justement, il y a une question dans le public. Dans quoi travailles-tu? Je suis attachée de presse. Voilà, d'où le journalisme. Ça. Merci Emma.
Béatrice, veux-tu jump sur cette question? Alors, très rapidement, je vois complètement la différence avec l'époque où j'avais un travail 35 heures et puis j'avais des soirées, des week-ends et des vacances. Maintenant, tout est flou, tout est mélangé. Il y a des semaines où je fais 2, 3 réunions en soirée. Je travaille toujours un peu le week-end. Je déconnecte jamais complètement en vacances. En fait, il y a plus de coupure parce que le travail militant se prolonge dans maintenant le travail que j'ai choisi de faire en tant qu'indépendante. Et donc voilà, il y a une frontière très fine entre ma pratique bénévole et ma pratique non bénévole. Et voilà, ça occupe énormément de temps, c'est très chronophage et c'est très dur de trouver un équilibre effectivement avec la famille, mon enfant, ma vie sociale, etc. Donc je suis toujours en train de faire des petits compromis avec moi-même de bon, alors là ce soir non, pas de réunion parce que comme ça voilà, tu peux passer la soirée, etc. Donc voilà, c'est beaucoup de compromis tout le temps, mais c'est aussi peut-être la période la plus, comment dire, professionnellement, personnellement, la plus épanouissante de ma vie finalement, parce que je me retrouve complètement dans tout ce que je fais, aussi bien bénévolement que professionnellement. Et il y a des parties très dures dans le militantisme dont on ne parle pas forcément. Il y a le burn-out militant qui nous attend tous au tournant parce que justement on ne compte pas nos heures pour ça et on y passe beaucoup de temps, même si je passe pas autant de temps sur DVP que sur d'autres, sur les autres assos où je suis. Et souvent, je suis toujours en train de vouloir surcompenser d'un côté et de l'autre. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de violence en fait dans le militantisme. Il y a à la fois le côté de la communauté, de se retrouver, d'être entre nous, qui est beau, qui est fort, qui est empouvoirant, si on peut dire. Mais il y a aussi un côté violent parce que en fait, quand on milite pour les droits des personnes handicapées et qu'on est concerné par le handicap, on se reconfronte en permanence aux maltraitances, aux violences qu'on a vécues. De même pour les luttes féministes, c'est exactement ça. Moi, je parle mon temps à parler de violences sexuelles et sexistes, de harcèlement, de ci, de mi. Des fois, c'est étouffant. Des fois, on a juste envie de faire une pause et d'aller se cacher au fond d'une grotte, et voilà, d'aller élever les chèvres dans la campagne. Mais voilà, il y a des moments où on a besoin de coupure. On a besoin de coupure quand on est militant parce que par moments, cette violence, elle peut être dure à vivre. Et il faut trouver aussi des côtés beaucoup plus ludiques, des côtés beaucoup plus légers aussi dans le militantisme pour compenser voilà, les aspects un petit peu plus lourds et un petit peu plus graves. Comme faire de l'humour, par exemple. Par exemple, je vais peut-être en faire aussi. Par exemple, ouais. Mais c'est bien, donc du coup, vous avez déjà peu de temps. Donc c'est bien de rajouter Dear Valid People justement à votre temps libre, finalement. Donc maintenant, vous êtes toutes et tous dans l'association Dear Valid People. Donc de ton côté, Damien, tu as pu voir une évolution vis-à-vis de l'association aussi, qui est en train de progresser doucement et qui prend son temps aussi. Du coup, comment tu vois un petit peu le futur de l'association avec ce nouveau CA et entouré de femmes? Deux questions en une. Bien sûr. Bon, on va commencer par deuxième. Donc, ça fait quoi d'être entouré de femmes dans ce CA? Je pense que c'est quelque chose de nécessaire. En fait, pour moi, je pense que ça vient de faire un pas de côté. Pour moi, parler du handicap, ça demande à faire un pas de côté. Et je pense que les femmes sont plus à même à faire ça parce qu'elles sont déjà amenées à faire ça dans le quotidien et parler du féministe. Quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que moi aussi, quand j'ai lu sur le féminisme, les luttes féministes, je me suis rendu compte des passerelles qu'il y avait et de l'intersectionnalité. Je me suis dit, mais en fait, tout est pareil, quoi. Féminisme, le racisme, le sexisme, le racisme, toutes les discriminations ont un point commun. Et je pense que oui, moi, de toute façon, de manière générale, d'un point de vue personnel, j'ai grandi avec des femmes, j'ai 2 sœurs, j'ai une mère, donc une majorité de femmes. Je m'entends plus avec les femmes qu'avec les hommes de manière générale.
À part toi, Pierre, évidemment, tu es Bien évidemment. l'exception. Ah, merci. Donc ça me semble plutôt cohérent d'avoir un CA avec plus de femmes que d'hommes. Ouais, mais c'est très bien. C'est bien que ça change un peu et que justement, Oui, il y ait c'est ça qui ça, soit. et qu'au final, aussi d'un point de vue politique, c'est aussi militant, je pense, d'avoir plus de femmes que d'hommes dans un CA, parce que je pense qu'il n'y a pas énormément d'associations qui font ça, Tout à fait. et que ça revient aussi à notre choix d'être en non-mixité d'un point de vue handicap et d'avoir uniquement des personnes handicapées dans le bureau. Et pour ta première question par rapport à l'évolution, l'association, on arrive à 1 an d'existence, et bien ça va vite. Ah oui. Ça va trop vite, mais là en plus récemment, on a repéré avec Camille qu'il y a une certaine émulation qui se crée autour de Dear Valley People, avec des mails que nous recevons avec des propositions pour faire des interventions dans notre lieu, faire des partenariats. Donc on se rend compte que la question commence à être reprise, réappropriée, et où là aussi on voit que l'associatif va avoir un réel sens, où on ne va plus être ça va plus être humainement possible pour Camille ou moi de pouvoir faire les choses, parce que en effet nous on n'a pas de travail, on n'a pas d'enfants, donc on a cette possibilité là de donner 100% de notre temps DVP, sauf qu'on se rend compte que là ça ne sera plus suffisant, donc il faudra passer au niveau supérieur, et donc de faire appel à des bénévoles et aux personnes bien intéressées par les actions de l'association et voulant mettre leurs mains à la pâte, ce qui est aussi le but de l'association et l'envie de l'association, c'est que ça ne soit plus nous qui nous occupons de l'asso, mais qui est ce principe d'héritage, et que ça concerne tout le monde. Oui, que tout le monde puisse utiliser l'association comme un outil pour justement traiter du handicap. Donc chaque personne dans le CA, enfin dans la constitution de l'association, va apporter un peu sa pierre à l'édifice. Je dis pas ça parce que je m'appelle Pierre, du coup. Justement, Béatrice, de ton côté, tu es déjà justement avec les dévalideuses. Est-ce que, d'après toi, il est important qu'il y ait des synergies, justement, et, entre, par exemple, les différentes associations? Est-ce que, justement, il y a toujours un apport à faire aussi sur ce sujet-là? Alors, je ne sais pas si je réponds très bien à la question, mais en fait, les dévalideuses, c'est vrai, sont concentrées sur certaines thématiques, et on milite essentiellement en ligne, donc ça veut dire des campagnes de communication principalement, répondre par exemple à des interviews, participer à des tables rondes, ce genre de choses. Et par contre, on est beaucoup moins sur l'expérience personnelle en fait. C'est-à-dire qu'on on a choisi cet axe-là, cet angle-là, d'être très, très politique, d'arriver avec des convictions, d'annoncer la couleur directement comme ça, mais on ne fait pas par exemple de témoignages de personnes, très très peu, on commence un tout petit peu, mais voilà, on ne va pas aller chercher l'expérience individuelle, alors que c'est aussi une facette hyper importante. Et donc voilà, je fais plus du militantisme, on va dire plus politique avec les dévalideuses. Au sein de la radio où je suis, là, c'est aussi, comment dire, j'apporte un regard sur les questions de genre et de handicap au travers de l'actualité. Donc, c'est-à-dire que je vais aller piocher dans des faits d'actualité et je vais aller rebondir dessus comme ça. Donc, c'est un petit peu... c'est un petit peu un mélange de voix, parce qu'il y a beaucoup ma voix personnelle, et puis de temps en temps aussi je reporte ou je rebondis sur les travaux des dévalideuses. Et au sein de Dear Valid People, pour moi, ce qui est important, c'est le lien humain, en fait, c'est le contact humain.
et l'expérience, en fait, les expériences multiples et enrichissantes, en fait, parce que toutes nos voix, elles ont besoin de porter. Et comme on disait, en fait, on entend trop peu parler les personnes handicapées. Et il y a une petite expression que j'aime bien sortir très régulièrement, c'est rien sur nous sans nous. C'est un slogan des années 70 des premiers militants antivalidistes. Et en fait, chaque fois qu'on parle de handicap, il devrait y avoir des personnes handicapées dans la pièce et pas seulement sur le côté pour faire joli sur la photo. C'est elles qui devraient tenir le micro. Et je pense que c'est hyper important, en fait, ce que fait Dear Valley People, de chaque fois de parler des thématiques et de tendre le micro aux bonnes personnes, de faire parler voilà, leur expérience sur tout un tas de sujets. Et voilà, c'est ce côté-là que je trouve hyper bien. Et puis il y a des projets futurs, je sais pas trop si je peux en parler, mais de cercle de parole quand même, où on voudrait voilà, encore plus donner la parole dans un cercle, voilà, pas d'enregistrement, mais vraiment de partager nos expériences entre personnes concernées sur des thématiques. Et tout ça, voilà, tout ce côté-là, je le trouve hyper intéressant parce que ça donne à voir d'autres images du handicap finalement que celles qu'on nous donne à voir dans les médias, la télévision, etc. Très bien, je te remercie pour cette réponse qui était tout à fait dans le bon axe. C'était une bonne réponse. Justement, ça va me permettre de rebondir vis-à-vis de toi et moi, Emma, par rapport au côté journalistique. On parlait par rapport aux médias. Comment tu perçois justement d'un point de vue journalistique le traitement du handicap? Et d'après toi, il y aura la question subsidiaire, quelle carte Dear Valley People a joué justement sur ce terrain-là aussi? Alors, je suis une ancienne journaliste et je suis devenue attachée de presse. Je suis passée de l'autre côté. Donc, je connais toutes les contraintes des journalistes et ça leur donne. Je dis pas qu'ils ont des excuses, mais c'est vrai qu'ils sont pressurisés et ils doivent faire vite et ils sont peut-être un peu feignants, je sais pas. Mais moi, j'étais journaliste, donc quand le matin on vous dit faut faire tel sujet, on va hyper vite, c'est superficiel, etc. Il n'y a pas un journalisme, il y a des journalismes. Malheureusement, on garde toujours comme image, oui, le clic, le buzz, et puis le truc le plus rapide. Et ce qui est hyper important, c'est ce que tu disais, Béa, avec les Dear Valid People, avec les dévalideuses que tu as fait, c'est-à-dire que elles se sont exprimées sur des sujets politiques, etc. Mais ce que peut faire Dear Valid People, c'est de proposer aux journalistes des entretiens avec des gens sur des sujets où on est capable de s'exprimer, on a une expertise et on va pouvoir aider les journalistes qui veulent des informations sur un sujet, mais pas juste pour prendre les infos, pour écouter notre voix, pour écouter ce qu'on a à dire. Et ça, je pense que c'est plus que du général, ce que tu disais, Béa, c'est-à-dire refaire le lien avec l'humain. Et les journalistes, s'ils ont, entre guillemets, des bons clients et des gens qui peuvent leur parler simplement de sujets complexes, ouais, ils vont nous rappeler si on est expert sur le sujet. Pour ça, il faut s'autoproclamer expert, parce que voilà, et les journalistes se lisent entre eux, donc il faut, ça prend un petit peu de temps. Mais ce qu'a fait Damien, par exemple, de lier sa tournée à la promotion de l'association Dear Valid People, c'est intéressant parce que c'est un autre moyen de toucher les journalistes, c'est un autre moyen d'intéresser. Je pense qu'il faut qu'on travaille plus, mais ça demande beaucoup de temps, c'est vrai, mais ça peut s'installer par le relais sur les réseaux sociaux, évidemment. Et puis après, une fois qu'on a été invité, une fois, 2 fois, 3 fois, en plus on a plusieurs voix, je pense que ça peut être intéressant aussi, quelquefois, de pouvoir proposer aux journalistes des interviews en binôme, parce que c'est complémentaire, c'est varié. Et si lui, il a du contenu, évidemment, il va aller plus loin que les clichés qu'il va retrouver sur les films à grand spectacle ou qui ont fait beaucoup d'audience, ou par un simple micro-trottoir, surtout si lui, il n'est pas expert sur le sujet, puisqu'il va falloir qu'il traite un autre sujet le lendemain et encore un autre le surlendemain, donc il ne va pas s'apesantir. Il faut y aller avec vraiment des propositions un peu clés en main, les aider. Ils sont très exigeants, les journalistes, parce qu'ils ont des contraintes et qu'on est très exigeant avec eux. Voilà. Voilà. Très bien, je te remercie Emma. On va bientôt clôturer justement ces questions-réponses après presque 2 heures
de conférences et de questions-réponses, donc qui étaient fort intéressantes. Damien, je vais te laisser potentiellement le dernier mot de la fin. Maintenant que tu as une nouvelle équipe qui se constitue, un avenir radieux se montre à Dear Valid People, est-ce que tu aurais un mot pour ton équipe Manager, quoi. Ah ouais. Oui, je me souviens de cette question, en effet, à part de dire qu'il faut mettre votre présence pour la réunion, s'il vous plaît. Mm. Oui, je me souviens très bien de cette question. Qu'est-ce que je peux dire à mon équipe? Qu'est-ce qu'on peut Que souhaiter c'est à pas Dear Valid mon People équipe, que c'est notre équipe et qu'on est tous au même niveau. Que c'est cette logique-là qu'on souhaite avec Camille, ce côté horizontal. C'est pas parce que nous avons créé l'assaut, que nous avons été là avant, Bien sûr. que notre parole compte plus que les autres. Donc moi, c'est ça que j'ai envie de dire, en fait, c'est que tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice, comme tu peux le dire, et peu importe le temps que tu donnes, ben en fait, tu es là et c'est déjà énorme. Si vous n'étiez pas là, ben Paul ne serait pas là non plus. Et que c'est aussi, je pense, ce qui nous a plu dans Format Associatif, c'est qu'on peut prendre notre temps et que justement le temps ne devient plus une contrainte, qu'on n'est plus pressurisé comme certains journalistes, mais qu'on prend le temps de faire les choses qu'on a envie de faire et ensemble. Pas parce que moi, j'ai eu l'idée avant les autres et que moi, je veux la mettre en avant, mais non, c'est un nous. Justement, tu as très bien dit. Mais justement, c'était pour ça que ma question était ciblée comme ça, pour que justement ça vienne sur le tapis, que c'était avant tout. Rien sur nous, sans nous. Le deuxième nous pourrait très bien être nous, Dear Valid People. Tout à fait. Eh ben, ça me paraît être un très bon mot de la fin, sachant qu'on rappelle bien évidemment que vous êtes là pour constituer justement l'association, mais que si toute personne qui souhaite aider, s'investir dans l'association en tant que bénévole ou autre, peut tout à fait vous contacter pour en discuter. Oui, bien sûr. D'ailleurs, on ne l'a pas dit en début de conférence, mais il y a des QR codes sur l'image que nous avons projeté ici, et le QR code de droite emmène vers un ensemble de liens, et dont un des liens est notre lien vers notre page Hello Asso, qui permet de soutenir l'association par des dons, par des adhésions, en sachant que nous avons aussi mis en place une adhésion solidaire. Donc, pour ceux qui n'auraient pas les moyens de payer une adhésion ordinaire de 25 € l'année. Et sinon, en effet, le bénévolat, n'hésitez pas à nous contacter par mail à dearvalidpeople.contact@gmail.com. Eh bien, merci à vous pour ces réponses aux questions. Merci à vous d'apporter de la communication et des débats autour justement du handicap. Et merci à vous qui avez été présentes et présents pendant la soirée pendant cette soirée de présentation. Merci Pierre. Merci Pierre. Merci à Pierre pour cette magnifique voix. Avec plaisir, toujours un plaisir.